Bonjour Manuel Domergue, Bonjour. vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va revenir peut-être premièrement sur le dernier rapport annuel de la Fondation qui est paru très récemment. Tout simplement, première question, quels sont les principaux enseignements de ce rapport annuel? Alors ce rapport, ce 26e rapport annuel sur l'état du mal-logement, évidemment, a analysé la situation totalement inédite qu'on avait devant nous, c'est-à-dire les conséquences de la pandémie sur le mal-logement et sans grande surprise, à partir de statistiques, de beaucoup d'entretiens avec des ménages mal logés, la conclusion qui en ressort, c'est que ça a été une année terrible pour les mal logés, qui ont subi une double peine dans le sens où ils ont été confinés dans des mal logements, dans des mauvais logements, et donc ce mal logement finalement s'est démultiplié parce qu'ils n'avaient aucune manière d'y échapper comme auparavant, et les effets du mal logement ont été démultipliés sur leur santé, sur leur bien-être, et puis le mal logement a eu des conséquences aussi en termes d'aggravation de l'exposition au Covid pour les personnes qui sont par exemple en surpeuplement, dans des quartiers politiques de la ville ou dans des hébergements. Donc ça a été un premier constat de voir les effets du mal logement en période de pandémie. Et puis le deuxième, c'est de voir les premiers effets des conséquences de cette crise sur la situation sociale des personnes et sur les outils de lutte contre le mal logement. Et là aussi, une grande inquiétude parce que on s'aperçoit que les ménages les plus mal logés, qui sont en bas de l'échelle sociale, sont ceux qui ont davantage perdu en termes de revenus, de dégradation de la situation économique sur le marché de l'emploi à cause de la pandémie, à cause de la crise économique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et que les outils qui viennent aider les personnes mal logées, eux, ont été largement en panne pendant cette année-là, ou en tout cas largement grippés. Et donc cette embolie qui existait déjà fortement avant le Covid a été renforcée par cette année terrible. Et puis on peut penser que c'est simplement le début, parce qu'on parle d'une bombe à retardement social, parce que beaucoup d'outils qui permettent de lutter contre le mal logement ont été touchés. Je pense notamment à la production de logements en général, moins 60% dans les autorisations de construction, et puis le logement social en particulier, année très mauvaise, 87 000 agréments HLM en 2020 contre 105 000 l'année précédente, et donc des répercussions qui vont se faire sentir dans les années qui viennent. Donc voilà, grosse inquiétude, sachant que cette année aussi, si on regarde le parc social, 20% d'attributions en moins, donc ça veut dire 100 000 attributions de logements sociaux en moins, et donc un embouteillage, notamment pour les personnes qui sont en hébergement, 300 000 personnes aujourd'hui en France quasiment qui attendent un vrai logement parce qu'elles sont en hébergement, qui ont des perspectives plutôt moins bonnes que celles qu'elles auraient pu avoir les années précédentes, qui étaient déjà mauvaises. Et alors, face à ce constat que vous faites aujourd'hui, quelles sont vos préconisations? Mais les préconisations, c'est que le plan de relance qui a été voté et qui sera sans doute amené à être renforcé, utilise le logement comme un levier de la relance, parce que ça peut être très bon pour l'activité économique, pour l'emploi, et puis aussi très bon pour résoudre la crise du logement. Donc ça veut dire à la fois l'accompagnement des ménages, mettre plus de moyens pour aider des personnes qui sont aujourd'hui en situation d'isolement, de déconnexion par rapport aux démarches électroniques, numériques qui se sont multipliées, et puis permettre aussi des baisses de loyer, des augmentations des aides personnelles au logement, des augmentations des minima sociaux pour aider les ménages qui sont sur le bord du chemin, qui n'ont pas de moyens de travailler aujourd'hui autant qu'elles le voudraient, de surmonter cette épreuve que l'on espère la plus courte possible, mais qui est quand même amenée sans doute à perdurer encore quelques mois, voire quelques années. Et puis produire des logements. C'est quand même on voit qu'on en manquait auparavant et on en manquera encore plus à cause de cette mauvaise année 2020, et donc aider les bailleurs sociaux à produire davantage de logements, et notamment de logements très sociaux, pour les attribuer davantage aux personnes qui sont sans domicile. Donc ça aussi, ça veut dire, de la part de l'État, un plan de financement important, et Madame Vargon, la ministre du Logement, a annoncé 125 000 logements sociaux financés par an pendant 2 ans. Il faut mettre des moyens, il faut revenir sur les ponctions qui ont été opérées sur les bailleurs sociaux, et donc faire en sorte que le logement soit quand même un moteur de relance et soit pas sorte de moteur de réduction de la dette publique. Et face à l'ampleur de l'enjeu et à son urgence également, est-ce que selon vous, les investisseurs privés ont un rôle à jouer dans le logement social aujourd'hui? Alors les investisseurs privés ont un rôle à jouer important dans la production de logements,
On compte notamment sur eux pour une offre de logements privés à vocation sociale. Et puis les investisseurs institutionnels qui ont aussi un rôle à jouer pour réguler le marché, pour respecter l'encadrement des loyers. Et parce que nous aurions là, s'ils revenaient sur le marché du logement privé, nous aurions là des interlocuteurs à grande échelle pour négocier et puis pour créer une forme de sécurité sociale du logement où tout le monde pourrait être gagnant. Après, sur le parc social en particulier, on sait qu'aujourd'hui, dans la plupart des opérations qui sortent de terre, il y a une coproduction privée sociale à travers notamment les VEFA, les programmes VEFA, les programmes mixtes, qui mélangent du logement privé et du logement social. C'est sans doute utile parce que ça permet de faire de la mixité sociale à une échelle très fine. Après, le logement social doit aussi garder une forme d'intégrité, de cohésion, de cohérence, et pour cela, il faut respecter les règles du logement social, c'est-à-dire une lucrativité limitée, des prêts à taux avantageux par la Caisse des dépôts, mais aussi donc des aides fiscales importantes, mais aussi des obligations en termes de niveau de loyer, de plafond de ressources des ménages, etc. Et ça, le parc privé ne peut pas le faire aussi bien que le parc social. Et donc, il faut aussi garder une forme d'étanchéité entre ces deux secteurs. Et on rappelle souvent que, par exemple, les logements intermédiaires ne sont pas des logements sociaux, les PLI ne sont pas des logements sociaux, et qu'il faut bien distinguer les deux et que faire attention aux notions un peu fourre-tout, type logement abordable, qui sont sympathiques, mais qui ne doivent pas diluer le logement social dans d'autres intérêts qui ne sont pas forcément les siens. Eh bien, merci Manuel Domergue d'être venu vous exprimer sur BITV. Merci à vous. Et à très vite pour de nouvelles interviews sur la plateforme BITV. Au revoir.